C'est ensuite que j'irai souvent voir ma mère. J'irai souvent la voir, mais elle perd petit à petit. Mémoire, souvenirs, orientation. On la ramasse dans la rue. J'essaye de lui parler, de lui expliquer. Elle n'est pas impressionnée par ce qui lui arrive, au contraire. Elle dit que c'est normal, que c'est comme ça. Elle utilise peu de souvenirs. Elle reste dans un grand vide, dans un grand creux. L'espace, me dit-elle, c'est devenu maintenant seulement le petit appartement. Là, je suis bien. Il lui arrive de me demander c'est vrai, ton père, ça va pas? Il lui arrive aussi de me dire quand même, ce qui est arrivé à Cécile, c'est terrible. Une autre fois, elle me prend pour mon père. Elle me dit que il devrait me téléphoner. Je n'essaie pas de la contrarier, je n'essaie pas de la ramener dans le chemin. Elle est devenue la mère sans limite. Elle a atteint une beauté, une perfection. Elle est encore propre, je crois, sur elle. Très vite, les choses vont se dégrader. C'est uniquement la perte de son orientation qui va être l'objet de la décision que je vais prendre, que je vais lui faire partager. Je vais la conduire, je vais l'amener d'abord dans la région, pas très loin de la Châtre. Et puis je vais la conduire chez un médecin pour qu'il me fasse comme un bilan. Chez le médecin, je dois l'aider à se déshabiller. Elle est toujours d'une suprême précision dans ses vêtements. Toujours sa combinaison, sa petite chemise, son soutien-gorge. Elle a dépassé 80 ans. Elle se fait encore teindre un peu les cheveux. Elle se met du rouge sur ses doigts, sur ses ongles. Elle arrive à bien s'exprimer, mais à tout mélanger. Le temps n'est plus compartimenté. Elle se trouve au centre de ça. Chez le médecin, elle me dit « aide-moi à m'allonger ». Je l'aide à s'allonger. Elle ouvre un peu ses jambes. Elle laisse tomber un bras sur le côté, puis l'autre. Elle ouvre aussi la bouche. Je suis surpris, on dirait qu'elle dort. Le médecin est à son bureau. Il me dit « je l'ai compris tout de suite en la voyant tout à l'heure ». Et je lui dis « vous pensez que… » Je pense qu'elle est en train de devenir sénile. C'est l'âge. C'est peut-être aussi… Pour certains, c'est un peu tôt, pour d'autres, c'est déjà bien. Donc vous n'avez aucune observation à faire. Vous ne l'auscultez pas. Ça ne sert à rien, monsieur. Laissez-la comme elle est. On ne peut rien faire contre ça. Vous allez l'aider à se rhabiller. Ce n'est pas la peine de me la ramener une fois. Cet état-là peut durer des mois, peut-être même années. Elle sera de plus en plus dépendante. Elle est arrivée à une extrémité de l'équilibre supportable. Mais elle ne souffre absolument pas. Elle n'a aucune conscience de son état. Voilà. On ne va pas rentrer dans des tas de détails. Elle aura des réparties surprenantes, mais elle les a eues toute sa vie. Donc jusqu'au bout, il est bon qu'elle en ait. Elle m'assurera qu'elle peut encore avoir des enfants. Je ne la contrarierai pas.
Elle est certaine que là où elle est, c'est parce qu'elle est en soins, mais que son mari est à la maison, qu'il est à l'usine. Elle doit croire qu'il a une trentaine d'années, qu'elle, elle en a à peu près 39, 40. Elle tombera, on la relèvera, elle se fera mal. Elle sera obligée de passer par un hôpital, encore un hôpital. Loin d'être aigrie, loin de pleurer ce que j'aurais prévu pour ma mère, elle est devenue complètement et continuellement souriante. Les infirmières, quand je les vois, me disent « Mais, monsieur, votre maman, oui, elle a eu de grandes rencontres dans sa vie. » Ah, j'ai dit « Oui, oui, certainement. Par exemple, elle vous a parlé d'eux. Alors ma mère avait parlé d'un évêque. Il n'y a naturellement jamais eu d'évêque dans sa vie. Elle aurait détaillé la tenue de l'évêque, les après-midi qu'elle passait avec lui. Elle lui aurait dit ce qui se disait. Je n'ai pas voulu savoir ce qu'elle se disait. Parler de mon père, qui pour le moment était en voyage. Ouais. Des grandes situations que son fils a connues. De l'amour qu'elle porte à une cousine. De la maison qu'elle a à la campagne. Toute chose fausse en soi. Et je lui demande à elle, cette infirmière, je lui dis, vous devenez un peu sa confidente, parce que moi, elle ne me parle pas. Oh, je ne suis pas sûr d'être sa confidente, mais il est vrai que quand je vais lui faire ses soins, elle en profite un peu pour faire la causette. C'est ça. Est-ce qu'il vous arrive qu'elle parle de sa jeunesse? Oui, naturellement. Et elle vous dit où elle était quand elle était très jeune? Oui, bien sûr, elle voyageait. Ah, c'est ça. Est-ce qu'elle vous parle de l'Italie? Oui, des voyages qu'elle faisait en Italie. Ah, bien sûr. Et de la famille. Une grande famille, il paraît. C'est ça, c'est ça. Elle est allée dans beaucoup de pays. Oui, c'est vrai. C'est une vie magnifique que d'avoir eu la vue qu'elle avait. Ouais. Est-ce qu'il arrive qu'elle vous dise qu'au moment des inondations, l'eau était montée dans la cave? Ça vous est jamais arrivé de l'entendre dire ça? Non, mais c'est... Elle m'a dit une fois que elle avait perdu beaucoup... Il y avait du vin dans les caves et que tout avait été inondé et que ça avait fait beaucoup de dégâts. Ah, c'est ça. Et une cave qui était habitée par des gens... non, elle n'a pas parlé. Et des bêtes qu'il y a dans les caves, elle n'en a pas parlé non plus. Oh, bah, quelle bête voulez-vous qu'il y ait dans les caves, monsieur? Je ne sais pas. Elle avait été, je crois, très marquée à un moment donné de sa vie par des bêtes qui étaient dans les caves, qui étaient les rats. Oh, elle n'a jamais parlé de ça. Je crois que votre maman n'a jamais vu un rat de sa vie. Ah, bah voyez-vous, elle l'a oublié alors. Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Oh, on n'est jamais sûr de rien. Et son mari, la maladie de son mari, ben non, elle croit qu'il est toujours vivant. Ah oui. Elle vous parle de la sobriété de son mari. Oh, elle me dit que c'est un grand, grand, grand époux. Ah, bien sûr. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a à peu près 2 ans. Il avait une grande situation aussi, c'était votre papa. Je regarde la fille. Elle gobe absolument tout ce qu'on peut lui dire. Pour un peu, je lui sortirai la bite et je lui dirai « Suce donc, tu verras ça si c'est la vie. » Mais c'est moi qui suis stupide. Ma mère fait du bien à cette fille, vraisemblablement. Ma mère se fait beaucoup de bien aussi en racontant tout ça. C'est sans doute la meilleure façon de terminer. Naturellement qu'il y avait un évêque dans la famille. C'était le petit ami de mon père, je suppose. Et mon père était directeur d'une grande industrie.
Il avait des tas de voitures, des chauffeurs. Hein. Ma mère avait du personnel. Elle a même dit ça. Elle devait se mettre au 2e étage, chez les Litzingers ou chez les maires. Elle recevait tous les vendredis, sans doute, sans doute. Tout ce qu'elle a pu retenir de bien, c'est ça. C'est ça, ma mère. Et puis elle mourra. Nous la verrons quelques jours avant, avec Cécile. Elle nous chantera « Oh, le petit vin blanc !» Oui, qu'on boit dans les tonnelles, quand les filles sont belles. C'est ma mère, 2 ans avant de mourir, 2 jours avant de mourir. Je lui ai amené des éclairs au chocolat, elle adorait ça. Elle a dit à Cécile, je m'en ferai péter la sous-ventrière. Là, elle ne parle plus de l'évêque. Là, elle est dans le délire du matin au soir. Elle ne dort plus. Elle est brûlante de fièvre. Elle va terminer sa vie en étant comme une torche. C'est ma mère. Elle est devenue infiniment belle. Elle s'est seulement tordue et cassée parce qu'elle est atteinte de la maladie de Paget. Alors là, les membres qui partent dans tous les sens, les hanches qui s'ouvrent. Enfin. Mais elle garde encore bien la route et la façade. Elle ira rejoindre mon père et sa mère à Boulogne. On fera ça tous les deux. Je voudrais pas de Cécile même. J'ai dit, faut me laisser. Je marcherai dans le cimetière longtemps. Pas du tout pour regarder ni lire les tombes comme ma mère faisait, avec du buis à la main et aspergeant, donnant ma bénédiction à tous. Mais je marche. Je fume. Ça se fait pas, disait-elle, de fumer dans un cimetière. Je donne des coups de pied dans les petits cailloux. Je n'arrange aucune fleur qui est tombée des vases. Je ne m'occupe pas des morts. Je marche. J'ai laissé un dessin sur la table. Depuis quelques jours, je me maudis d'avoir laissé tomber tout ce que j'avais mis en route. Je trouve que si j'avais un petit peu plus de force, un petit peu plus de suite même, de la suite dans les idées, comme disait ma mère, oui, j'aurais corrigé les 200-300 feuilles qui sont là. Je ne peux pas y arriver. J'ai demandé à Cécile de le faire, et puis je trouve que ça n'est pas bien. Il faudrait que je nettoie. Il faudrait que je retire ce qui est de trop, les rats, que je redresse les fleurs, que je ramène un petit peu de poussière dans tout ça. Je peux pas y arriver. C'est pas parce que ma mère était en train de mourir que... Non, non, avant, quand elle était bien vivante, quand mon père était bien vivant. Je fais une sorte de revue de tout ce que j'aurais à faire. Hein. Je me suis dit il n'y a pas très longtemps, quand elle sera morte, enfin je ferai tout. J'ai aucune chance pour me mettre à faire tout. Tout ce que je vais gagner, c'est déchirer. Oui. C'est pas que je n'ai pas de suite dans les idées, c'est que je crois de moins en moins ce que je fais, et pourtant je le fais. C'est-à-dire je le fais, mais après, il y a à ranger, il y a à regarder 1 fois, 2 fois, à bien taper les papiers, les feuilles. Ouais. Et ça, je peux pas y arriver. Les dessins, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je suis devenu ça? De toute façon, ça ne me servirait à rien de voir et de savoir pourquoi je le suis devenu. Parce que c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui s'est entassé. Comment est-ce qu'on peut remonter complètement un fossé qui s'est écroulé? Non, je suis un peu fatigué peut-être. Mais
c'est la flamme qui ne brûle pas très bien. Je vais revenir du cimetière. Je vais faire le tour extérieur du cimetière. Je vais faire tout le mur. Ça, c'était une des promenades de ma mère, quand elle m'emmenait au cimetière. Elle allait sur la tombe, elle mettait les fleurs, elle passait un petit coup de balayette, elle nettoyait les saletés qu'il pouvait y avoir. Et puis après, elle me disait, viens, on va faire le tour. Et on faisait le tour du cimetière. Le cimetière de Boulogne, il est très grand. Alors ça nous prenait 1 heure à faire le tour. Et elle donnait des coups de tête vers le mur, derrière lequel il y avait toutes les tombes. Et elle se disait, moi j'étais gosse, ils sont tous là. Tous. Tu entends, Kiki? Et Kiki faisait signe. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on quitte le mur. J'aurais aimé qu'on revienne par les bords de la Seine, qu'on retrouve le pont de Sèvres, et puis, tout doucement, pas sur la berge, puisque sur la berge, il paraît que c'était mauvais pour moi, qu'il fallait pas que je marche au bord de l'eau. Mais de l'autre côté, on aurait croisé les voitures, les cyclistes. C'était toujours un dimanche. Les usines étaient fermées. Avec un peu de chance, s'il avait fait beau, on se serait arrêté pour prendre une glace quelque part. Mais non. Voilà, ce jour-là, je faisais le tour du cimetière. J'ai frôlé la fosse. Elle était là. Une fosse commune qu'ils ont vidangée, qu'ils ont nettoyée. C'était des ordures, dans le fond. Ça se ramène à ça. Ordures humaines. J'ai longé les grands bâtiments qui étaient les premiers grands bâtiments qu'on voyait dans Boulogne en briques. C'était pas des HLM, c'était mieux que ça. Au moins 6, 8 étages. En briques, ceux-là aussi. Une grande cour, un porche arrondi. Peut-être 1000 personnes là-dedans. C'est là que j'étais venu pendant la guerre. J'avais suivi le roux et j'étais monté là-haut, dans son appartement. Et puis 4 autres copains nous avaient rejoints. C'était la mise en condition avant de partir. C'était la mise en condition avant de passer à quelque chose de plus violent. Fini la distribution des tracts, fini de coller les affiches la nuit, fini de transporter des sacs. Le moment allait venir. On allait recevoir ce qu'ils montaient et démontaient devant nous, des armes. J'ai eu du mal à me rappeler si c'était le premier Porsche ou le deuxième Porsche. Est-ce que c'était au 4e? Est-ce que c'était au 5e? Ça avait été pourtant un moment extrêmement fort. On ne devient pas dissident comme ça. Même si on est inconscient, on redevient vite conscient. On sait qu'il y a là un grand danger, il y a quelque chose qui peut brûler d'une seconde à l'autre. Le seul fait de passer sous le porche pouvait faire sortir un type qui était dans une encoignure de porte et de dire « Suis-moi, suis-moi, ne bouge pas ». On a été long à comprendre tout ça. Au départ, il y avait comme un jeu de cache-cache, aux gendarmes et aux voleurs. Ouais. On acceptait d'être les voleurs. Et puis on pouvait se déjouer des gendarmes. Mais très vite, on avait compris que c'était pas comme ça. Que le jeu était grave. Et le roux nous ramenait vite dans le creux. Il nous parlait d'arrestation, il nous parlait, il faut résister, fermer sa gueule. Pas un mot, pas un mot. Faut dire je ne pense pas, je ne parle pas, je ne pense pas, je ne parle pas. On comprenait rien. On traversait quelquefois la pensée que si on était arrêté, c'est sûr. Si on était arrêté.
si j'avais vu mon père voler une machine, je sais pas quoi, une perceuse chez Renault, si je l'avais vu faire, et puis qu'il l'ait ramenée à la maison, puis après qu'il soit allé la vendre, et puis qu'après ils cherchaient la preuve, et ils arrivaient jusqu'à moi, et ils m'auraient dit, tu sais que ton père a volé une perceuse, puis il me montre une perceuse, et puis il me cuisine. C'est pas pareil. Là, on peut dire non jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À mettre une paire de claques et puis c'est tout. Avec tout ce que le roux disait, c'était pas ça. C'était pas voler une perceuse. C'était avec qui tu travailles, pour qui tu travailles, où est-ce qu'il habite. Est-ce que c'est ça sa photo? Et puis c'est pas une paire de claques. Ah oui, oh, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. À petit, le jeu est devenu tout autre chose. Hein. Moi, j'ai quitté le quartier. Je suis revenu. Marcel Samba. J'ai descendu un petit peu sur l'avenue du Pont de Sèvres. Je tournais le dos à la gare que je devais rejoindre pour rentrer chez moi. Un peu plus bas, j'ai tourné à gauche. J'ai pris la rue Paul Bert, et puis j'ai pris la rue des Fayelles. Et au bout, c'était la place Nationale. Ouais. Il y avait encore les bistrots, là. Une grande place. Grande porte métallique, peinte en vert foncé. Marqué en haut. Usine Renault. Ouais. C'est là qu'il rentrait. C'est là que je venais l'attendre. C'est là quelquefois que ma mère et moi, on est venus l'attendre. On voulait lui barrer la route, sortir de chez Renault et ne pas rentrer dans le bistrot. C'est là qu'il restait 1 heure. Bon, bah maintenant, ça y est. J'ai vu ce que je voulais voir. D'ailleurs, j'avais même pas envie de voir ça. Dans le bistrot, je suis quand même entré. C'était plus du tout les mêmes. Ça avait changé. Le comptoir était tout à fait autre chose qu'avant. C'était un beau comptoir maintenant, tout en cuivre. La salle était grande. C'est là que les ouvriers viennent encore manger à midi. Il y en a, chacun à sa table. Il y a même chacun son rond et sa serviette. Il y a 3 services. C'est marqué sur la porte. Seulement, on ne fait plus réchauffer les gamelles. Non. Puis il y a beaucoup de garçons. Puis la fille qui est au comptoir, très jeune. C'est elle qui est à la caisse. C'est la caissière ou la fille. Ah oui. Avant, dans le temps, les chiottes, c'était dans la cour. Ah non, là, c'est marqué ici, là. Toilette. Il y a une silhouette de femme, une silhouette d'homme. Ils sont devenus chics, modernes. Même par terre, ça a changé. C'est plus des petits carreaux comme avant. Je ressors. Je marche. Je marche. Je décide de prendre l'autobus pour revenir vers la porte de Saint-Cloud. Je remonte toute la rue de Sèvres. Je suis sûr que j'ai plus rien à voir avec ça. Mais plus rien du tout, du tout. Avec ça, il faut franchement tirer un trait. Couper. Même si ça me colle aux pattes. Même si ça revient. Il faut se dire, ça obstrue sinon. Ça m'a assez obstrué. Là maintenant, je l'ai craché, ça y est, c'est fait. Bah, il y a Cécile qui est certainement là-haut, à cette heure-là. À cette heure-là, au Cousa, qu'est-ce qu'elle fait? Dans son jardin, s'il fait beau comme maintenant, elle est dans son jardin. Elle cueille, ou bien elle sème. Oh ben, on sème plus, c'est fini. Alors elle plante. Elle repique, tiens. Oui. Puis il y a les chiennes qui doivent cavaler dans la cour. Elles voudraient rentrer dans le jardin. Quand elles rentrent dans le jardin, elles font du dégât partout, partout. Elles courent comme des folles, elles font des trous. Cécile, elle rouspète. Mais elles savent qu'il ne faut pas rentrer. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit espace,
faire une connerie pour un chien, c'est capital. J'y serai ce soir. J'ai laissé la voiture à la gare de Châteauroux. Je revivrai jamais à Boulogne. Jamais je pourrai faire ça. Ben voilà, on est sur le rond-point. Ouais. Ah, quand même, comme disait ma mère, derrière le mur, il y a tous les morts. Ouais. Ah, là-bas, c'est... Je pourrais dire tous les noms du quartier. Oh, je ne vais pas perdre mon temps à ça. Non, mais je pourrais. Oui, mais j'ai pas envie. Ouais. Tiens, le boucher, là. Bah, c'est plus un boucher. Ah, j'ai voulu la peau de ce type. C'était vraiment une ordure pendant la guerre. Oui, on va pas remuer non plus ça. Oh, on peut toujours remuer. Une véritable ordure. Il vendait sa viande au marché noir. Nous, il nous en a jamais filé un bout. Et en plus, il avait la photo de Pétain derrière, au-dessus de la caisse. Oui. Bah, à la fin de la guerre, il l'a payé. Ouais. On paye jamais assez. Jamais. Il est au cimetière maintenant. Ah, il est derrière le mur. Et puis là, la marchande de journaux. Bah, c'est plus elle, tu parles. Elle était plus vieille que ta mère. J'y avais acheté une petite poupée, une petite négresse. Elle m'avait dit, mais c'est pour qui? J'avais dit, c'est pour ma petite sœur. Mais je savais pas que tu avais une petite sœur. Après, ma mère, elle avait dit, c'est drôle, votre fils, il a acheté une petite poupée pour sa petite sœur. Elle n'avait pas eu de bébé. Je l'aurais vu. Ma mère, quand elle est revenue à la maison, c'est elle qui me l'a raconté. Elle est venue à la maison, tout de suite, elle m'a embrassé. Il lui arrivait de me dire, t'es ma petite fille. Ah, ça, je gueulais alors. Je gueulais, mais elle m'embrassait, puis elle me tripotait. Elle a été folle de moi, cette femme-là. Ouais, maintenant, elle est là-bas, derrière le mur. Puis il y a le roux, sans doute. Si le roux, il est mort à Boulogne, il est derrière le mur. Ouais. Il y en a qu'un qui n'est pas derrière le mur, c'est l'oncle. Ils les ont saqués. Ils sont venus avec une pelle et puis ils ont tout ramassé. Je sais pas où ils les foutent après. Parce qu'ils ont eu besoin de s'agrandir. Ah, ils n'ont pas la patience. Hein. Ils les gardent 5 ans puis c'est fini. Oh, maintenant ça y est, hein. On rentre. On rentre. C'est quelque chose qui commence. On peut dire d'une certaine manière, c'est quelque chose qui commence. C'est la vie de la vieille qui est finie, complète. Aucune idée, aucun goût, aucun désir de vouloir mettre un peu d'ordre là-dedans. Non, faut que ça reste comme c'est. Exactement comme c'est. C'est-à-dire sale, enfouilli, avec l'évêque assis en haut.